Bonsoir tout le monde. Alors, donc vous avez peut-être vu le message que je viens d'envoyer sur le chat. Donc l'avertissement est le suivant. Je suis malheureusement en train de streamer, non pas depuis Internet qui a claqué ce matin, parce que bien évidemment si Internet claque, il faut que ça soit le matin où je fais un live stream. Du coup, j'utilise mon téléphone comme modem 5G, ce qui signifie qu'au niveau bande passante, c'est peut-être pas idéal. Alors, j'hésite en fait à déconnecter Peertube. De toute façon, il y a personne. Et puis, il est possible aussi que je doive déconnecter Twitch. Donc, si vous regardez sur Twitch, il vaut peut-être mieux passer sur YouTube, pas Facebook, YouTube, parce que sinon, ça risque de sauter. Voilà, soyez prévenus. Si vous avez, n'hésitez pas à me dire si vous voyez que la qualité est vraiment merdique. Pour l'instant, je vais rester comme ça. On va voir un petit peu comment ça se passe. Si vous entendez qu'il y a des problèmes de son, qu'il y a des problèmes d'image, n'hésitez pas à contacter, à envoyer un message sur le chat. Et puis, on verra ce qu'on peut faire. Et on a Torb. Salut Torb, bienvenue à toi. Petit passage rapide ce soir. Écoute, tu viens quand tu veux, tu restes tant que tu peux. Ça fait toujours plaisir de voir des têtes connues. Alors l'autre chose que je vous signale, si vous l'avez pas vu, c'est que j'ai publié. Alors en fait, avant que je commence les live streams d'écriture de jeux de rôle, j'avais une série de vidéos qui s'appelait Erdorine l'air de rien, qui étaient des vidéos assez courtes. J'essayais d'en faire une par mois, mais ça n'a pas super bien marché. Mais c'était un petit peu un vlog de développement du jeu. Et chose que j'avais arrêté de faire quand j'avais commencé à faire le live stream. Et là, en fait, je me suis dit, bon, déjà, on m'a fait remarquer, il y avait pas mal de gens qui préféraient regarder les vidéos courtes plutôt que se taper 1h30 de tartine d'un vieux barbu à l'écran qui parle devant un mur de texte. C'est pas forcément super sexy non plus. Donc l'idée, c'est que là, j'en ai refait un qui, en fait, d'ailleurs, qui parle du live stream. C'est un petit peu con, mais enfin voilà, c'est quand même aussi pour poser des trucs. Et puis pour aussi dire, voilà, le live stream, qu'est-ce qui marche pas dans le cadre de assez niche de la réécriture de jeux de rôle. Mais je pense que ça peut être aussi appliqué à pas mal d'autres choses au niveau écriture, au niveau création. Et une des conclusions à laquelle je suis arrivé et qui va façonner d'une certaine façon les prochains live streams, à commencer par celui-là, c'est que une chose que je me suis aperçu, c'est que l'écriture en live stream, c'est pas évident du tout, parce qu'une question de concentration, je garde toujours un œil sur le chat pour répondre à des questions quand il y en a. Il y a toute une discussion qui se fait, et du coup c'est pas toujours super évident, pardon pour le coff-coff, c'est pas super évident pour moi d'écrire en même temps que je réponds aux gens. Là encore, question de concentration. Par contre, ce pourquoi ça marche plutôt bien, je trouve, c'est pour des questions de relecture. Donc, l'idée, qui est en fait un petit peu l'idée à la base, d'une certaine façon, l'idée de ce live stream, c'était aussi de me pousser à réécrire. Et du coup, je pense que je pense qui est plus intéressant, c'est justement de réécrire off stream, donc entre deux live streams, et lors du live stream, vous montrer un petit peu ce que j'ai écrit. C'est assez intéressant parce que du coup, ça me force à lire à haute voix ce que j'ai écrit. Et des fois, ça me permet de remarquer qu'il y a des grosses conneries ou des trucs simplement qui marchent pas, et que je peux corriger comme ça à la volée. Ça me permet également d'avoir vos retours sur ce que j'écris. Et pour moi, le côté interactif, c'est quand même l'intérêt principal de faire du live stream, c'est quand même d'avoir une interaction avec les spectateurs, avec les lecteurs, avec les amateurs du jeu, de rebondir un petit peu sur les différents trucs que je dis. Et voilà. Donc le concept général maintenant, ça sera plus, je vais écrire entre les live streams, et lors du live stream, vous allez pouvoir voir les textes que j'ai écrits. Il y aura les questions de l'épisode, vous remarquerez, elles sont toujours là, je les ai changées, je les ai mises à jour. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez peut-être pas comprendre l'histoire des typiques, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a quand même une raison. Donc, la vidéo
Erdorin, l'air de rien, elle se trouve non pas sur cette chaîne YouTube sur laquelle il y a généralement mes vidéos radio Erdorin, et simplement comme c'est très compliqué, j'ai pas trouvé de moyen facile de faire en sorte d'avoir des live streams sur deux sources différentes. Donc au lieu de faire le live stream jeu de rôle sur la chaîne jeu de rôle qui est l'autre chaîne qui s'appelle Erdorin justement, YouTube @Erdorin, eh bien, je le fais sur Radio Erdorin et ensuite je les passe sur. En fait, la chaîne s'appelle même pas Radio Erdorin, s'appelle Stéphane Dialet. Voilà. Mais voilà, donc c'est la chaîne sur laquelle je mets plutôt les trucs de musique, je fais les live streams dessus, mais c'est pour ça que les rediffusions, elles passent sur la chaîne secondaire ou tertiaire ou whatever hier, donc la chaîne Erdorin. Et c'est là où se trouvent également les vidéos Erdorin, l'air de rien. Pour l'instant, là, donc l'épisode que je viens de sortir ce matin, enfin ce midi, c'est le 12e. Donc j'ai quand même fait 12 de ces vidéos courtes. C'est des vidéos qui durent entre 3 et 10 minutes à peu près. Je crois qu'on n'en a aucune qui dépasse vraiment les 10 minutes. Généralement, ça tourne autour de 5-6 minutes. Celle-ci fait 5 minutes et demie, je crois, justement. Elle est assez standard de ce point de vue-là. C'est vraiment une sorte de vlog de création d'une certaine manière. Alors c'est pas du tout quelque chose de spontané, hein. Comme la plupart du temps quand je fais des vidéos, j'ai un script. Il y a vraiment qu'en live stream où j'y vais à la YOLO, et encore j'ai quand même 2-3 idées de quoi je vais parler parce que autrement ça fait un petit peu n'importe quoi. Et du coup, alors à l'origine, ce que je voulais faire de ce direct, c'était de continuer sur les carnets de civilisation que j'ai continué à écrire. J'ai pas mal écrit de trucs dessus. Je vous montrerai ça à l'instant. Mais en fait, en écrivant, je me suis dit qu'il y avait peut-être une autre manière complémentaire ou en remplacement de parler de la civilisation, de parler du contexte d'Erdorin d'une façon plus sous ras du sol d'une certaine manière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ces nouveaux textes que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais dans un premier temps, on va appuyer sur le bouton sur lequel c'est marqué écriture, s'il daigne bien fonctionner, voilà. Voilà. Et là, je vais devoir passer sur le truc. Donc, voilà. Donc, j'étais parti sur ces carnets de civilisation que vous connaissez depuis le temps que j'en parle. Je sais plus exactement où on s'était arrêté la dernière fois. Probablement du côté de la santé. Il y avait non, c'était un peu plus loin. Je sais plus. Mais j'ai écrit pas mal de trucs, j'avais écrit un certain nombre de choses. Je sais pas ceux qui étaient là la dernière fois. Est-ce que vous vous souvenez encore vaguement de où on s'était arrêté? J'ai bêtement pas regardé ça. C'est un peu très con. Mais voilà, donc il y avait écrit la loi, on pourrait croire qu'une dizaine de millénaires. On va dire qu'on était parti. Non, on était peut-être parti sur la santé en fait. Il me semble que la santé, je l'avais pas fait. Voyons voir. Par où on va commencer? Peut-être guerre, conflit et haute contrariété. Allez, on va dire que c'était là. Donc on va rapidement faire. C'est probablement des choses que vous avez déjà vues ou entendues. Donc, dans son ensemble, la sphère connaît une période de paix qui, selon à qui on demande, dure depuis 3000 ans ou un demi-siècle. Il est vrai qu'elle n'a pas connu de conflit global depuis la chute de l'Orient Tour et que la dernière guerre d'importance est les guerres corporatives. Oui, c'est pas très le dernier conflit d'importance peut-être. Oui, c'est exactement ce que je disais à propos des trucs. On dirait que je l'ai fait exprès, mais non, c'est juste que je suis une quiche. Le dernier conflit d'importance est les guerres corporatives. De plus, la notion de guerre est assez variable. Les Atlantiens ont par exemple l'habitude de qualifier d'incident tout ce qui n'est pas une guerre majeure. Si on y regarde de plus près, il y a quand même pas mal d'endroits où ça tabasse à plus ou moins haute intensité. La Fédération des États de la Frontière est notamment le théâtre de plusieurs conflits, au premier rang desquels on trouve les intrusions de la Fédération des Hautes-Terres et les divers mouvements de résistance et de guérilla irrelatifs. Et la récente résurgence des Principautés Unies. On peut aussi noter les conflits interguildes dans l'espace Siansk, quelques guerres civiles et de la piraterie plus ou moins organisée. Les mauvaises langues ajoutent même à cette liste les États-Unis, voire les USA, voire toute la Terre. Dès sa création, le Kepmes est employé à définir et à faire appliquer un droit de la guerre qui définit les rôles des différents intervenants, troupes régulières, milices, mercenaires, civils, humanitaires et autres, et ce qu'il est permis de faire ou non. Par exemple, l'usage d'armes nucléaires en atmosphère est proscrit.
Si les définitions sont claires et globalement bien comprises, modulo les habituelles arguties juridiques, faire respecter ces règles est plus compliqué. Le CAPNES a certes des autres outils que la rédaction de communiqués outragés, mais il pâtit d'un manque flagrant de zèle de la part des représentants qui craignent par-dessus tout qu'une jurisprudence un peu trop littérale ne vienne les empêcher de garyoyer comme ils l'entendent. Et donc on a les habituels, c'est plus compliqué que ça. Si les diverses forces armées s'échinent à développer des systèmes à la pointe du progrès, alors ça oui, je m'étais fait un petit peu rattraper sur là-dessus par Mathias, c'est des trucs auxquels je tiens un petit peu, mais enfin effectivement il y a des trucs à discuter. Donc je disais que en fait les terriens et Rohan notamment sont fait une spécialité de réhabiliter des modèles du 20e et 21e siècle avec certes des éléments modernes, mais qui sont beaucoup plus faciles à entretenir et à réparer loin des chaînes logistiques majeures. Alors Mathias avait fait remarquer que même un Spitfire a besoin d'une chaîne logistique majeure. C'est vrai que ça avait besoin d'une chaîne logistique majeure à l'échelle de 1940. Je pense quand même que entre un Spitfire et un F-16, il y en a un des deux qui est un chouïa plus facile, faut que je me oublie pas que c'est la caméra là. Il y en a un qui est un chouïa plus facile à réparer que l'autre. Mais bon, c'est des arguties. Je vais peut-être dire un truc que j'ai répété un certain nombre de fois, c'est peut-être aussi précisé. Là, ce n'est pas ma forme finale. Ce n'est pas la forme finale du texte. Je suis encore en train de brouillonner, de poser des idées. Ça sera peut-être même que ce passage ne sera pas dans la version finale. Peut-être que je penserai, je ne le ferai pas, ou je dirais que c'est juste des bêtises d'Heroan qui aiment bien faire ce genre de choses. Voilà, bon, j'aime bien cette idée. C'est aussi un des trucs qui me traîne dans la tête depuis des années. Faut quand même pas oublier qu'Erdorin, c'est quand même un petit peu mon univers. Après, j'essaye de rationaliser les choses, et s'il y a des idées qui sont vraiment totalement éclatées au sol, je vais peut-être pas les garder, mais en l'état, pour le moment, ça je le garde à plus ou moins à une vache près. Je vais juste faire un petit truc sur OBS derrière. Excusez-moi 3 secondes, voilà. Voilà. Pouf, comme ça, je reviens ici. Alors ça, c'est un élément. Alors le paragraphe suivant, il est peut-être plus sa place dans le texte. On verra ça. En général, l'armement personnel est très... Et on a Victor Dupire qui vient d'arriver. Alors avant que je fasse le texte, bonsoir Victor. Merci de passer. En règle générale, l'armement personnel est très réglementé, on ne se balade pas avec un flingue à la ceinture ou un lance-roquette négligemment jeté par-dessus l'épaule. Tout au plus, les armes de combat rapprochées, le plus souvent dagues, sabres ou épées, sont tolérées pour des raisons de tradition, ainsi que certaines armes non létales comme les neutralisateurs. Il y a des exceptions. Beaucoup sont sur Terre, à commencer par les NAES, chez qui le port d'armes est limite religieux. Mais il y a également plusieurs nations, par exemple de Fédération des États de la Frontière, où l'attitude est plus, mais en fait, on s'en fout. Ensuite, la santé. Donc là, Victor, pour juste expliquer le truc, je suis en train de relire les textes que j'avais écrits. Alors, je pense que ceux-là, j'en avais déjà parlé. Des textes que j'ai écrits entre le dernier live stream et celui-ci. Mais en fait, après, je vais passer sur En fait, je me suis dit, il y a peut-être un moyen de faire ça autrement. Et je repasserai en fait là-dessus plus tard. Et la raison pour laquelle je fais ça comme ça, c'est aussi un truc qui m'est venu en faisant une réflexion. Il y a une vidéo qui est sortie récemment sur la chaîne secondaire, la chaîne Erdorin, dans laquelle je reviens sur un an d'expérimentation live stream, et où ma conclusion, c'est que en fait le live stream, ça marche pas super pour écrire, mais ça marche très bien pour relire. Donc mon idée maintenant, c'est de bosser un maximum en dehors des live streams et d'utiliser les live streams pour faire de la relecture, pour faire des comment ça s'appelle, des retours sur ce que j'ai écrit. Voilà. D'où cette relecture des trucs. Je me suis aperçu, en fait, la relecture, ça marche vachement bien parce que, notamment, ça m'oblige à lire les textes à haute voix, et des fois, je repère des trucs qui collent vraiment pas. En 2300, la médecine a suffisamment évolué pour qu'il ne reste que très peu de maladies ou de conditions qui ne soient pas traitables à un niveau ou à un autre. Parfois c'est compliqué, long et ça coûte cher, mais c'est possible. La santé publique est quelque chose qui est pris très au sérieux par un peu tout le monde, oui, même les Américains. La raison en est que la multiplication des mondes et des peuples a également multiplié les risques sanitaires. Une bonne entente entre les différentes nations fait que les risques sont surveillés et gérés, notamment par l'usage de vaccins xéno-immunitaires obligatoires. Les différentes cultures ont cependant des approches très différentes dans ce domaine. Il y a ceux qui
qui soignent les bobos, les Américains et les Européens, ceux qui les préviennent, Atlani, Highlander, Carlan, et ceux qui vexent tout le monde parce qu'ils sont jamais malades. Ces derniers sont principalement représentés par les Eldar, qui utilisent le Souilekor, une discipline physique proche des arcanes, et les Siani, dont le système immunitaire est très robuste, mais peu flexible. Alors dans les si plus compliqués que ça, on avait la supervision des questions immunitaires est officiellement gérée par le Kepmes, mais en fait c'est surtout le clan Maigran qui en a hérité. Comme ils sont responsables de la terraformation de la plupart des planètes habitables de la sphère et qu'ils possèdent une base de données colossale en matière de biologie, ils sont à la pointe de ce domaine. Il existe des technologies médicales dites de revivification qui permettent de ramener à la vie des personnes cliniquement mortes pour peu que ce soit dans un délai raisonnable, quelques heures, voire plus en cas de bonne conservation. Le clonage est également possible, mais c'est une technologie très chère, souvent réservée à des élites, et qui n'est pas toujours très bien vue. Ensuite, la loi. On pourrait croire qu'une dizaine de millénaires de vie commune aurait contribué à une uniformisation des systèmes législatifs dans la sphère. C'est en partie vrai. Le Kepmes notamment a contribué à la création de standards interstellaires, mais seulement jusqu'à un certain point. Les mondes des cultures stellaires fonctionnent encore beaucoup sur la base de droits coutumiers très locaux. Cela dit, une des différences majeures entre les cultures terriennes et stellaires, c'est que ces dernières ont pour principe que c'est le droit d'origine de la personne qui prime sur le droit local, là où les terriens posent le contraire. Cela dit, le système stellaire a ses limites, il y a un certain nombre de grands interdits qui sont communs à la plupart des cultures. Une autre différence entre les deux cultures, c'est que les terriens, voilà, ça fait beaucoup de cultures quand même. Entre les deux peuples, on va dire. On sait que les terriens ont des corps de maintien de l'ordre beaucoup plus développés et souvent distingués des civils par le port d'un uniforme. Pas qu'il n'existe pas de policiers ou d'équivalents, mais les miliciens, gardiens et autres protecteurs sont le plus souvent intégrés, là ça veut peut-être dire que c'est de policiers ou d'équivalents, dans les cultures stellaires. Ce genre de problème où tu te retrouves à court de synonymes d'équivalent dans les cultures stellaires, mais les miliciens, gardiens et autres protecteurs sont le plus souvent intégrés dans la population et ont une activité autre. Il existe assez peu de nations en dehors de la Terre qui ont poussé le concept jusqu'à avoir un état policier, comme peuvent l'être la Fédération des Hautes-Terres, Singapour ou certaines cités nord-américaines. Et dans les c'est plus compliqué que ça, l'imagerie populaire fait des miliciens eldarines, par exemple, des gentils gendarmes pas très finaux et rapidement dépassés par des événements plus violents ou sournois que d'habitude. Ce n'est pas complètement vrai, et surtout la plupart des mondes habités ont, en plus de ces miliciens, un corps d'agents plus au fait des techniques vicieuses et notamment du contre-espionnage. Les caméras de sécurité sont très rares en dehors de l'espace terrien. Ensuite, le concept de l'égalité choisie des peuples stellaires a fait des petits dans l'espace terrien, et s'il est souvent relié aux mouvances libertaires américaines, au mouvement libertarien américain, il a également essaimé dans les mouvances anarchistes européennes et Copacabana. Ils sont reconnus légalement depuis peu, mais souvent mal perçus. Puisque ça va quand même être un sacré bordel au niveau légal. Et ça, c'est une idée que j'avais eue en regardant une série d'entretiens d'un gars qui a écrit un bouquin d'ailleurs récemment, qui parlait justement de la perfectibilité de la démocratie et de différentes formes de démocratie plus démocratique. Excusez-moi, je garde quand même un œil sur mon téléphone pour voir que ça va, j'ai pas trop de... J'ai encore suffisamment de batterie. Parce qu'évidemment, comme j'utilise... Oui, alors ça, c'est un autre problème. Victor, t'étais pas là au début. J'ai eu mon Internet qui s'est retrouvé sur le toit ce matin. Parce que bien évidemment, ce matin. Et on a JPJ qui revient, qui était là tout à l'heure avant le début du stream et qui revient. Coucou à toi. Donc, mon Internet s'est retrouvé sur le toit, bien évidemment, ce matin. J'attends que les techniciens réparent ça, mais je sais pas exactement quand ça va se faire. Donc du coup là, le stream il est en train de se faire sur 5G, ce qui signifie que là typiquement je vois que ça, j'espère que ça va pas trop faire de caca sur le stream en lui-même. J'ai l'impression que Twitch il est carrément sur le toit. On va essayer de faire un acte. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui suivent sur Twitch. Là visiblement tout le monde est sur YouTube. Mais du coup, si vous êtes sur Twitch, vous allez probablement avoir beaucoup de mal à suivre. Bon, fort heureusement, l'enregistrement pour la rediffusion, il est en local. C'est une des fonctions d'OBS. Quand j'oublie pas de le faire, mais là, dans le cas présent, j'ai pas oublié, ce qui est une bonne chose, je pense, parce que si vous voyez que ça commence à déconner, vous pourrez voir plus tard la rediffusion. J'espère.
Voilà, si rien n'explose entre-temps. Parce que pour l'instant, ça tend... Ouh là là, oui, je vois le graphe de réseau sur Twitch, c'est une catastrophe. C'est juste l'horreur totale. Mais oui, bah, le truc, c'est comme je diffuse à la fois sur YouTube, sur Twitch et sur Peertube, ça fait quand même beaucoup de bandes passantes. Donc si jamais vous me dites que si vous voyez que ça déconne, vous me le dites. Je pense que je couperai Peertube et probablement Twitch. Et on gardera que YouTube pour la diffusion là à l'instant. C'est un peu navrant, mais bon voilà, si nécessité fait loi, comme on dit. Alors ensuite, on va regarder le dernier truc que j'avais mis en place. Alors chez toi ça roule pas mal, ben tant mieux, ça me rassure un peu. Mais je pense que en fait, j'ai l'impression que YouTube est quand même beaucoup plus résilient à ce genre de choses. Twitch, il demande une bande passante absolument ahurissante, genre 6 kilobits seconde, un truc dans le genre. Alors que YouTube à 2 kilobits, il tient très bien, quoi. C'est voilà, c'est un petit peu aussi les différents trucs qu'on peut voir. Alors, niveau de vie, parmi les standards mis en place par le CEPMES, il y a la question du niveau de vie. Un peu tous les peuples stellaires, même les Sianis, sont d'accord pour dire que si quelque chose est vaguement vital, il doit être accessible gratuitement. Nourriture, air, logement, soins, ainsi que l'accès au réseau planétaire et dans une moindre mesure les systèmes de transport locaux, voire les vêtements. En contrepartie, un peu tout le monde est censé contribuer à la société. Sur ce dernier point, cependant, ça dépend pas mal des cultures. Pendant longtemps, les terriens avaient un système un peu différent, autant dire que le choc terrien a ici fonctionné dans l'autre sens, et certaines nations terriennes se sont retrouvées avec une population très énervée devant des bâtiments officiels. Des mesures ont été prises, pas toujours de bonne foi, pas toujours suivies des faits, mais 2 siècles après leur entrée au CEPMES, la plupart des terriens bénéficient de conditions de vie comparables à celles des autres peuples de la sphère, globalement, tant qu'on regarde pas trop près. Tiens, oui, non, ça je verrai plus tard, ouais. Si la plupart des cultures de la sphère utilisent un système monétaire, dollars, écus et crédits sur Terre, Malène chez les peuples stellaires, beaucoup d'échanges au jour le jour se font sur la base de troc ou de services mutuels. Atlani et Eldar ont même développé un système plus formalisé de monnaie sociale, appelé Aglarine, qui fait office de réputation individuelle mais aussi clanique. L'Aglarine est même souvent la réelle puissance d'un clan, plus que sa richesse monétaire. Ah, pour ceux qui connaissaient Tigre Volant 3e édition, ça c'était un élément que j'avais introduit dans la campagne, dans le secret du domaine des 3 sources. C'est plus compliqué que ça, et c'est là où les choses deviennent rigolotes. Dans le même temps où les terriens redécouvraient la joie de la couverture sociale universelle et inconditionnelle, les notions d'économie de marché, de travail salarié et de promotion au mérite ont également eu un impact sur certains secteurs de la sphère. Il y a eu même un temps où manageman, bazardisation du terme anglais management, était vu comme une évolution souhaitable du modèle social. Ça n'a pas duré très longtemps, mais pour quelques corporations sans scrupules, ça a permis de s'installer durablement. Il existe beaucoup plus de monnaies en circulation dans la sphère que les 4 susnommés, le Cruzado de Copacabana, le shekel israélien, le franc caraïbe, le Verkal Karlan, le Malan encore en usage dans certains coins de la Fédération des États de la Frontière, ou encore les très absconses monnaies de Gil Siansk. Alors, je pense qu'on n'ira pas jusqu'à utiliser les nombres premiers comme ça peut être pour les Gartregli, mais ça pourrait être l'idée. À quelques rares exceptions près, les monnaies sont principalement utilisées de façon dématérialisée, mais également sous une forme physique. Les terriens parlent de cash. Malène et Malan prennent parfois la forme de petits lingots d'or, souvent sphériques. Les Européens ont une monnaie d'or physique, le thaler, mais qui est rarement utilisée dans la vie courante. Les autres nations terriennes utilisent une combinaison de pièces et de billets plus ou moins élaborés. Et là, en fait, j'avais commencé à écrire sur sexe, famille et autres désagréments, et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a peut-être mieux à faire. Et là, je vais faire un petit bricolage sur OBS. Oui, non, je vais le faire depuis là, ça ira plus vite. Propriété, et on va passer à une autre fenêtre Word, à celle-ci. Voilà, et c'est là que vous allez comprendre le jeu de mots débile du titre de cet épisode. Pop, voilà. Et en fait, je me suis dit, je me suis dit qu'on pourrait aussi décrire des éléments de vie quotidienne en parlant d'un truc typique.
Une habitation typique, une famille typique, un véhicule typique, une ville typique, une université typique, enfin ce genre de choses. J'ai commencé à le faire avec une habitation typique et c'est là où je me suis aperçu qu'il y avait moyen d'écrire des tonnes. Vous allez voir, l'habitation typique, j'en suis à 3 paragraphes assez longs par culture et ça fait beaucoup. Mais je pense que alors soit on peut le faire en remplacement du carnet de des carnets de civilisation, ce qui est possible à mon avis d'une certaine manière, soit on peut le faire en complément. Ça c'est quelque chose je suis pas encore à faire. Alors JPG, tu dis j'ai acheté à l'aveugle le dernier novembre, je suis d'accord avec toi, le chant comme pour grand nombre de groupes, le chant fait chier. Alors disons que ce que je trouvais surtout, c'est qu'en fait quand il chante en saturé, il est plus agréable que quand il chante en chant clair où il a tendance à pleurnicher. Mais voilà, c'était principalement le truc qui m'avait marqué chez lui. Donc on parle d'un groupe de doom god death metal italien qui avait sorti un album il y a pas très longtemps. Voilà. Alors bon, pour l'instant, j'ai pas encore avancé énormément et notamment j'ai pas vraiment fait tous les trucs interlinéaires. Ça reste très rudimentaire, on est encore, comme je le disais, sous la forme d'un brouillon. Et donc du coup, alors si on part sur une habitation typique, alors chez les Eldar, dans un village de campagne, une bâtisse en bois de plein pied avec des vastes surfaces vitrées, les vitres peuvent faire office de panneaux solaires et ont une opacité réglable, la structure est conçue de telle façon à ce que les éléments puissent être facilement remplacés en cas de dommage sans devoir tout démonter. Tout l'intérieur dispose d'un réseau domotique simple, mais invisible aux yeux non habitués. La maison donne une impression générale de rustique et de low-tech, mais c'est parce que beaucoup d'éléments sont cachés ou camouflés. À l'intérieur, les portes sont très rares, voire inexistantes, parfois des rideaux séparent les pièces, on entre par la salle d'eau dans laquelle on peut se nettoyer et se débarrasser des vêtements surnuméraires, ce qui signifie souvent tous les vêtements. La cuisine est rudimentaire, avec quelques feux de cuisson et divers ustensiles, la nourriture est entreposée dans une pièce à part, souvent surélevée ou en sous-sol. Une dizaine de personnes y habitent, le plus souvent d'une même famille, mais l'habitation est rarement occupée par plus de 5-6 personnes à un moment donné. Il y a, non loin du bâtiment, un bassin végétalisé qui ressemble beaucoup à une mare, mais qui est une sorte de piscine dans et autour de laquelle les habitants passent beaucoup de temps. C'est un espace de détente. Les espaces sont très rarement clos, pas de barrières ni de haies, les habitants passent librement des uns aux autres. Là, clairement, je pense que c'est trop de texte pour ça. J'ai énormément mis de détails et je pense que c'est pas forcément nécessaire. C'est sympa, mais encore, c'est pas forcément nécessaire. Atlani. Alors, un CRN est un ancien mot pour dire domaine. Ce sont des constructions semi-enterrées, en terrasse autour d'un puits central. Tiens d'ailleurs, pouf. Et dont seul 1 ou 2 étages dépassent de la surface. Alors, en fait, imaginez un stade de foot qui est en fait où il y a juste les derniers gradins qui dépassent. C'est un petit peu le concept du CRN. Et en fait, les gradins, c'est des habitations. Sur ces terrasses, on trouve des habitations similaires à des appartements avec des paliers communs à 2 habitations. Là encore, c'est peut-être un petit peu trop. Comme pour les habitats Eldarine, on y entre par la salle d'eau et on débouche sur une grande pièce commune qui donne sur le puits central. Il peut y avoir des petites alcôves indépendantes qui servent de chambre. L'aménagement intérieur est fonctionnel et n'essaie pas de paraître naturel ou rustique. S'il est décoré, c'est à l'initiative des occupants. Et donc, cela peut beaucoup varier selon les goûts et les cultures. La domotique est discrète mais pas cachée. Les habitations sont de taille variable, pouvant accueillir en moyenne 4 à 6 personnes, mais ça peut aller de 2 à 20, voire plus. Il peut même arriver que plusieurs habitats soient reliés entre eux s'ils sont occupés par un même clan. La place centrale au fond du puits est un vaste espace commun dans lequel on trouve un vaste bassin. Voilà, c'est un espace commun, on va peut-être pas mettre vaste 2 fois, dans lequel on trouve un vaste bassin, le plus souvent végétalisé. Autour, un marché semi-permanent se tient, faisant du CRN un petit village archéologie. C'est aussi dans cet espace que l'on peut trouver les administrateurs et autres officiels du lieu. Donc, vous connaissez le principe de l'archéologie, peut-être, est-ce que je dois expliquer ce que c'est qu'une archéologie? Ouais, peut-être rapidement dire le principe d'une archéologie, c'est une ville, enfin, c'est un bâtiment-ville, d'une certaine manière. Je crois pas qu'il existe d'exemple à l'heure actuelle. Curieusement, à Genève, on a un truc qui ressemble. Pour ceux qui connaissent un peu Genève, il y a le quai du Seget, le long du Rhône, où il y a un immense bâtiment, mais vraiment un truc super long, sur facilement une quinzaine d'étages, qui pourrait ressembler en fait à une archéologie. Je dirais que les bâtiments, Le Corbusier,
la cité, je sais plus quoi, à Marseille notamment, mais il en a construit plusieurs dans un peu dans toute la France, correspond un petit peu à cette idée, l'idée d'avoir un grand immeuble d'habitation dans lequel il y a également des commerces, plein de trucs. Donc c'est voilà, mais je crois pas qu'il existe réellement d'exemples de villes bâtiments. Peut-être l'idée originale de The Line, le truc qu'ils étaient en train de construire en Arabie Saoudite, pourrait pu correspondre à ça. Alors, ensuite, en Fédération des Hautes-Terres, on va pas rester chez les terriens, la plupart des immeubles d'habitation de la Fédération des Hautes-Terres sont modernes, construits il y a moins d'un siècle selon les principes d'ingénierie durable et dans des styles architecturaux. Le truc qui ne marche pas. Si tu parles de The Line, oui, c'est exactement ça. Alors, dans des styles architecturaux très inspirés par les cultures locales, l'entretien est rarement négligé et beaucoup de ces immeubles ont un concierge payé par l'État, principal bailleur, et qui cumule d'autres fonctions officielles et moins officielles. Les appartements y sont attribués selon un nombre de résidents, le plus souvent des familles entre 2 et 8 personnes, parfois des groupes de colocataires réunis par des motifs divers. Les appartements ont 1 ou 2 pièces communes et des chambres, en moyenne 1 pour 2 personnes. Les salles d'eau sont rarement collectives et l'intimité est un facteur important dans l'agencement des pièces. Beaucoup d'immeubles ont également des lieux communs avec boutiques, restaurants, spectacles et autres lieux de vie. Écoles et autres administrations sont souvent intégrées dans le bâtiment, de même que des fermes verticales. Contrairement à une légende tenace, les habitations ne sont pas truffées de moyens de surveillance divers. La vie privée est une notion prise sérieusement par le régime qui, le plus souvent, fait appel à des agents humains plutôt qu'électroniques pour obtenir des informations. Donc dans votre jolie colocation, vous n'aurez pas de micro, mais vous aurez probablement 1 ou 2 capteurs. Ou probablement plein de capteurs, mais pas pour les mêmes services. Même si c'est pas techniquement complexe pour les opérateurs étatiques d'utiliser la domotique pour espionner les habitants, c'est cependant une pratique rare. Alors, ça sera un virgule plutôt qu'un point virgule d'ailleurs. Plutôt une pratique rare, sauf dans les chambres d'hôtel. Là, c'est un petit peu open bar. Alors, en Europe, si une grande partie du parc immobilier européen est constituée d'immeubles récents, souvent constitués en écoquartiers urbains ou périurbains, on trouve encore beaucoup de bâtiments provisoires, certains vieux de 2 siècles et classés monuments historiques, et des demeures historiques datant d'avant la Troisième Guerre mondiale, elles aussi classées. Les appartements européens ont un aspect exigu, amplifié par une apparence désuète, même sortie de chantier. Dans les faits, ils sont construits selon des normes très strictes et utilisent pas mal d'astuces de rangement pour optimiser l'espace disponible. Rangement malin, meubles escamotables, etc. On a 2 fois rangement. On va peut-être virer astuces de rangement. Non, astuces pour optimiser l'espace, ça ira très bien. Ils utilisent somme toute assez peu de domotique, préférant des dispositifs manuels considérés comme plus fiables, ce qui n'est pas toujours le cas. Certains lieux communs, comme les administrations ou les commerces, sont intégrés dans le quartier, plus rarement dans les immeubles eux-mêmes. Amérique du Nord, symbole par excellence de l'Amérique, le pavillon de banlieue est un petit bâtiment de 2 étages avec une pelouse devant et un jardin derrière. Il y a un de trop. Tac. Il est installé au milieu de douzaines d'autres lopins identiques au sein de quartiers le plus souvent protégés par des barrières et des gardes armés. Plus la sécurité est efficace, plus le niveau de vie est élevé. Le quartier étant rarement desservi par des transports publics indignes de ce nom, la plupart des pavillons possèdent un garage pour un véhicule individuel. Si en apparence il ne semble pas avoir changé en 3 siècles, ces pavillons sont cependant construits selon des techniques modernes, le plus souvent en panneaux modulaires, qui incluent dans les parois plomberie, électricité et domotique, ainsi qu'un minimum de protection. Avec toutes les armes en circulation, c'est plus prudent. Beaucoup de ces pavillons incluent même une panic room, souvent en sous-sol à la structure renforcée. La configuration standard implique des pièces à vivre au rez-de-chaussée et des chambres à l'étage. La plupart sont prévues pour des familles de 3 à 6 personnes. Les communs sont le plus souvent disposés dans les zones dédiées, soit au centre de la petite ville voisine, soit dans des zones artisanales. Les Siani habitent le plus souvent dans les structures communes hémisphériques situées au bord de l'eau. Vu du ciel, on dirait un peu des bulles sur une rive. Ces structures appartiennent à des guildes, elles sont réservées aux membres de cette guilde, à quelques rares exceptions près. La partie individuelle de ces habitations sont généralement une pièce unique qui fait office de chambre. Alors, la partie individuelle est généralement... une pièce unique qui fait office de chambre. Son accès très réglementé et entrer dans une chambre sienne sans y avoir été invité est un faux pas majeur. Tout ou partie des habitats est, sinon dans l'eau, du moins humide, voire très humide. Il y a peu d'angles et un peu toutes les surfaces sont poisseuses, souvent à dessein, pas du fait de dépôt. Surtout, les couleurs sont coordonnées pour des yeux de cyan, donc pas coordonnées du tout pour des non-cyani. Alors, si vous aimez les papiers peints à la Vasarely, ça sera même pareil, mais en non euclidien.
Ensuite, on va passer à la famille. Et là, vous allez rendre compte tout de suite que pour la famille, j'ai beaucoup moins écrit parce que c'est là où je me suis rendu compte. Rien que pour le, en fait, on est carrément à 3 pages rien que pour les habitations, ce qui est quand même beaucoup. Est-ce que c'est nécessaire? Ça, c'est encore une autre question. J'en suis pas 100% sûr. Tac. Une famille typique chez les Eldar, la société d'Arin est en grande partie clanique, ce qui fait dire à certains sociologues qu'elle a des aspects féodaux marqués, notamment avec des alliances interfamiliales fortes, souvent plus que les liens étatiques. Un clan, Palaram, est un assemblage de familles Inwef. Une famille d'Arin compte un nombre très variable et fluctuant d'individus, ce n'est pas une structure rigide, on la rejoint par l'hérédité mais aussi au gré des amours, souvent multiples, et des alliances. Les enfants sont élevés par la famille dans son ensemble, voire par la communauté locale. Pour les Atlanis sont traditionnellement... Alors la question est surtout ce que ça apporte, mis à part la maison Siani, c'est très classique, on est d'accord. On est plus ou moins d'accord, et c'est pour ça que je me dis que c'est probablement trop long. C'est du fluff, hein, c'est du texte d'ambiance, et effectivement, là encore, pour un livre de base, est-ce que c'est nécessaire? À voir. Mais disons que je trouvais que c'était une manière peut-être un peu plus, je sais pas si t'étais là au moment où j'en ai parlé, je me suis dit que c'était peut-être une forme un peu plus agréable, dynamique d'une certaine façon, de parler des éléments de civilisation plutôt que de faire une sorte de catalogue comme étaient les carnets de civilisation avant. C'était et après, est-ce que c'est quelque chose qui se ferait en remplacement ou en complément? Ça, c'est encore à voir également. Alors, si les Atlanis sont traditionnellement organisés en clans, eux aussi, ils ont adopté des structures plus définies, parfois plus rigides aussi, et plus centrées sur les liens de sang. La société atalaine a aussi gardé une notion d'aristocratie, de nombreux mondes sont encore gouvernés par des régimes monarchiques. Pour le reste, c'est assez proche de l'approche Eldarin. Proche de l'approche, oui. C'est proche des... des structures... Ouais, du modèle. Ah, mieux. Assez proche du modèle Eldarin avec des familles pelliculaires et une approche communautaire de l'éducation des enfants. Fédération des Hautes-Terres, si les familles à plus de 2 parents sont acceptées, le poids de certaines cultures traditionnelles de la religion encore très présente fait que ça reste rare en dehors des cercles urbains. L'éducation est clairement l'affaire de l'État, mais il arrive même qu'il se mêle également de la procréation. Le redoutable bureau du census, en charge de la politique génétique Highlander, peut émettre un avis défavorable, mais c'est surtout valable pour des personnes haut placées et de génotype Highlander. De façon assez paradoxale, pour le commun des mortels, l'État a plutôt tendance à encourager la natalité. Et là, en fait, pour les trucs terriens, il y a probablement des choses à regrouper parce que voilà, le reste des terriens, c'est assez similaire. Somme toute, les nations terriennes ont une approche assez similaire. Culturellement, la famille hétérosexuelle biparentale est le modèle de référence, majoritaire un peu partout. D'autres formes sont acceptées ou à tout le moins tolérées pour ne pas agacer le Kepmess, mais peu encouragées. La très grande majorité des jeunes terriens s'essaient à diverses variantes sexuelles ou même identitaires pendant leurs études universitaires, ce qui a donné naissance à l'acronyme BUG, Be Until Graduation. Mais ils rentrent dans le moule après coup. Et là, on arrive un petit peu au bout. J'avais commencé à faire un truc sur les véhicules. Je suis pas certain que ça soit quelque chose qui soit nécessaire, mais voilà. Donc là, c'est un petit peu l'idée. Et là, j'en viens peut-être aux 2 questions que j'avais mis en exergue au-dessus de ma tête. À savoir, est-ce que ces trucs typiques, ça vous paraît une bonne idée? Et est-ce que vous avez d'autres idées de trucs typiques qu'on pourrait mettre en avant? C'est une bonne idée, mais ça devrait être réellement original. Comment? Qu'est-ce que tu entends par entends original au niveau de la forme ou au niveau du fond?
est-ce que tu veux dire par là que, par exemple, les structures terriennes et européennes devraient être radicalement différentes de ce que de ce qu'on a? Les deux. Ok, explique. Oui, je sais, c'est pas super pratique de te poser ce genre de questions alors qu'on est en live stream. T'as peut-être pas forcément, si tu veux le mettre en commentaire plus tard, c'est ok aussi. Mais disons que le truc, c'est que il y a quand même un truc dans ma tête qui est que l'univers d'Erdorin en 2300 ressemble quand même à notre univers de maintenant, plus ou moins. Ce que je veux dire, c'est que si je peux le prédire, c'est pas la peine. Tu n'es pas le public cible. Tu peux peut-être le prédire, je suis pas certain que des gens qui ne connaissent pas Erdorin, ou qui connaissent pas vraiment Erdorin, peuvent le prédire. Alors Victor, tu dis, je trouve que ça a sans doute facilité l'immersion, mais ça va être plus concis. Je suis d'accord. Là, c'est effectivement, surtout la partie, autant la partie famille, ça va, autant la partie, si un chatbot peut le prédire, mais je m'en fous des chatbots. Les chatbots ne sont pas non plus le public cible. JPG, en fait, c'est une semaine sur deux, je fais pas des lives musicaux, je fais des lives où je réécris un jeu de rôle que j'ai écrit il y a 20 ans, grosso modo. Donc là, on parle d'un truc un jeu de rôle de science-fiction. Donc là, je suis en train de réécrire les questions de contexte. Alors tu dis que c'est un critère d'originalité. Ouais, alors quelque part j'ai l'impression que pour les chatbots, dire des trucs sensés c'est un critère d'originalité. Donc bon, là je vais pas y arriver en fait. C'est ça que t'es en train de me dire. Et après, si tu mets tout le reste du contexte dans le chatbot, effectivement, il va finir par déduire des choses qui sont là-dedans. Mais est-ce que c'est vraiment le but du jeu ? Alors désolé JPG, hein, je t'avais pourtant prévenu au début que c'était pas qu'on n'allait pas parler de musique. Hein, c'est pour ça que quand je t'ai vu parler de November, j'étais un petit peu genre. Pas sûr. Si tu me dis c'est un critère d'originalité, c'est un critère de non-originalité, ok. Mais je vois pas là où tu veux en venir en fait. À plus JPG. Le prochain Radio Erdorin, ça sera dans 2 semaines. La semaine prochaine, ça sera aussi du JDR. Le prochain, ça sera le 15 mai. Unité sur les caractères, donc on se concentre sur des trucs qui apportent des informations, des trucs qu'AMJ ne peut pas déduire. Une fois que tu as introduit la softtech, alors je suis d'accord sur le principe, c'est juste que si faut la maison russe est logique. Ok. Concentrer sur les trucs qui apportent des informations, je suis d'accord, mais il faut quand même qu'il y ait un minimum de fluff autour, sinon tu vas faire un truc turbo aride.
que les gens vont pas forcément avoir envie de lire. Maintenant, je suis d'accord que le truc inverse, à savoir, pour donner un nom au hasard, Fils des étoiles, c'était juste absolument impanable. Après, c'était quand même il y a 30 ans, donc je peux quand même espérer que je fais des choses un peu mieux depuis. Alors, si tu vas dire que c'est un bâtiment soviétique avec un frigo comme en tank, le truc c'est de réfléchir à des trucs isolés mais intéressants. Oui, mais faut que ça soit quand même raisonnablement représentatif. En fait, tu pourrais aussi même dire un truc que les frigos soviétiques, ils sont tellement grands qu'ils servent de panic room. En fait, ils résistent à des explosions atomiques. On a testé dans les années 50 et ça marche. Alors effectivement, réfléchir à des trucs isolés mais intéressants, je crois que je vois ce que tu veux dire. Si j'ai bien compris, l'idée, ça serait de mettre en avant plutôt les particularités, enfin les trucs qui sont vraiment caractéristiques de telle ou telle culture. Oui, je suis d'accord. C'est des communautés qui ont des milliards de personnes. Je suis parfaitement d'accord, mais je suis bien obligé de commencer. Enfin, je suis bien obligé. Il faut quand même commencer quelque part. Il faut quand même poser ces milliards de personnes. S'ils ont une culture comme ça peut être une nouvelle courte. Ouais, alors les histoires avec les nouvelles, j'en suis revenu. Je suis pas certain que ça soit vraiment une bonne manière d'introduire les choses. Mais oui, effectivement, des milliards de personnes, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, c'est toujours le principe de base. Mais ces milliards de personnes, ils vont quand même avoir des points communs. Sinon, c'est pas des vrais. Pourquoi en parler si les personnages ne le verront jamais? Alors, moi, je peux te dire un truc très simple, parce que souvent, ces personnages, ils vont venir de ces endroits-là. Donc, ils vont pouvoir se dire, quand j'étais gamin, bah, j'ai connu ça, ça et ça, et du coup, là, j'arrive dans une station spatiale qui fonctionne pas du tout comme ça, donc oui, je suis un petit peu désorienté. Alors, pour être précis, les personnages joueurs ne le verront jamais, mais leurs personnages l'auront vu. C'est une contrainte que tu remettrais en question. Ok, pourquoi pas. Ça demande à être développé, hein, là, parce que comme ça, c'est dire on est toujours dans ce problème de là, on est vraiment dans un débat qui est assez profond et c'est très difficile de suivre avec des échanges entre moi qui parle et toi qui écris. C'est pas pour te critiquer, je veux dire, tu utilises les outils que tu as, il y a pas de problème. C'est juste que je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être développé. Une contrainte de fait de décider que les personnages viennent d'une partie de l'univers. Alors, non. Je ne le décide pas, mais je pense que c'est quand même d'assumer ça me paraît pas complètement déconnant, en tout cas pour une grande partie des personnages. À moins que tu décides que tous les personnages, et ça non, c'est même pas possible. À moins de décider que tous les personnages viennent de coins complètement fêlés, non, c'est pas, pour moi, c'est pas imaginable. Ouais. Mais tu as des trucs inutilisables, genre les Carlans. Je vois pas en quoi les Carlans sont inutilisables. Je dis pas que c'est facile à utiliser, mais c'est pas inutilisable. De même les Siani. Et je suis d'accord, pour l'instant, la manière dont c'est écrit, et ça j'en suis parfaitement conscient, on se concentre sur les peuples stellaires et les terriens. Là je suis d'accord.
Mais pourquoi ne pas le faire? Mais pour l'instant, c'est pas que je ne veux pas le faire, c'est pour l'instant je ne le fais pas parce que j'ai pas d'idée, mais dans mon idée, le document, à la fin, intégrera également ça. Et ben, ça va intégrer des éléments des cyanis, ça va également intégrer des éléments des talvarides. Mathias, on est au stade d'un brouillon, et pour l'instant, je me suis concentré là-dessus, mais pour moi, dans la version finale, il y aura également les autres peuples. Si tu me dis que ça des choses qui sont à faire à moitié, je te dis non, c'est pas fait à moitié, c'est pour l'instant c'est pas fait du tout. Ou à genre 10% vraiment des éléments traces. Mais je suis d'accord et j'en suis conscient. Simplement, pour le moment, j'ai pas encore réussi à me mettre dans le mood pour écrire ça. Mais c'est censé être dans le livre de base, oui. En fait, le truc qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'avant de construire un machin et on fait un cahier des charges, on prend des décisions basées là-dessus et pas l'inverse. C'est pas comme ça que je bosse, en tout cas pas là-dessus, désolé. C'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on fonctionne de façon différente. Mais je peux pas te dire autrement, quoi. Bon, de toute façon, là, je suis un petit peu arrivé au bout de ce que j'avais à vous montrer. Donc, je vais continuer à bosser. Donc là, on va reprendre le prochain live stream. Ça sera la semaine prochaine, un petit peu de façon inhabituelle, parce que généralement j'essaie d'alterner. Mais là, il se trouve que dans le mois de mai, j'ai un certain nombre de choses qui tombent, et notamment le week-end du 22, 23, 24, si mes souvenirs sont bons, il y a Octogone à Lyon. J'y serai, et donc comme je voulais pas faire un live stream pendant que je suis à Lyon le vendredi soir, j'ai fait en sorte de caler donc le live stream jeu de rôle le jeudi le 21 et de recaler tout le truc comme ça. Donc pour ça que le prochain live stream, ça sera le 7 mai, donc live stream JDR. Le prochain live stream Radio Erdorin, ça sera le 15, et donc il y aura de nouveau un live stream JDR le 21. Je pense que un de ces deux live streams, peut-être le prochain, peut-être le suivant, je vais m'attaquer à un sujet qui est peut-être un petit peu annexe, mais avec justement Octogone qui arrive, discuter un petit peu de la feuille de personnage. Là, je pense que je vais comment je dirais recruter Alicia et Axel pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus. C'est toujours pas une feuille de personnage définitive, bien évidemment, mais c'est en tout cas pour avoir un truc un peu moins bushissime pour pouvoir faire des démos. Et puis voilà, donc pouvoir tester ça donc à la convention Octogone à Lyon. Si vous avez l'occasion d'ailleurs d'y passer, je serai sur le stand de Descends Face qui est sur l'îlot sans sucre sur Octogone. On aura le temps, je pense, d'en rediscuter d'ici là. Tiens, un spammer. Boum. Voilà, sur ce, je souhaite à tous ceux qui étaient présents, qui discutaient ou pas, une excellente soirée. Merci d'avoir été là, merci d'avoir contribué. Et puis donc on se retrouve dans une semaine pour un nouveau Erdorin 2300. Et puis autrement, dans 2 semaines, pour les amateurs de choses bruyantes, on va parler de l'épisode d'avril de Radio Erdorin. Sur ce, très bonne soirée, à une prochaine. Ciao.